retour dans cette édition du 25 janvier 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et comme convenu, il est désormais l'heure de retrouver Cédric Leboussier et ses essentiels. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Cédric, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef, fondateur du site vuedailleurs.com. Et avec vous, on va faire un tour de l'actualité internationale, politique, géopolitique. Et on va commencer par l'international. Et vous avez remarqué ce mouvement qui est intriguant et effectivement qui laisse beaucoup de questions en suspens. C'est le retour au pouvoir d'anciens chefs d'État. Cédric, est-ce que, rapidement, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la France et ses futures échéances présidentielles ? Oui, on peut faire un parallèle, même si en ce moment, il n'y a aucun signe des anciens présidents. Mais ce qui se passe au niveau international pourrait nous arriver. C'est-à-dire, on voit le retour en Israël de Benjamin Netanyahou, pour les plus intimes, Bibi, qui revient au pouvoir après avec une alliance de l'extrême droite. En Irlande, l'ancien Premier ministre Léo Varadkar, qui était là déjà en 2017, qui revient au Brésil, c'est la même chose. On pourrait se poser beaucoup de questions sur les démocraties, en fait. Est-ce que vraiment nos démocraties, je parle sur le plan mondial, est-ce que les démocraties ne sont pas malades ou simplement les partis politiques ne correspondent plus du tout à la vision démocratique? Alors, c'est effectivement des questions qu'on peut se poser, mais est-ce que plus simplement, on ne peut pas imaginer qu'en fait, ce que l'on connaît en période de doute, aujourd'hui, il faut l'avouer quand même, le monde, l'Europe, les États-Unis, le monde entier vit des périodes d'incertitude, qu'elles soient économiques, politiques, géopolitiques. Est-ce qu'on ne peut pas supposer que finalement, je dirais, ça rassure les électeurs, les populations de voter, de porter au pouvoir quelqu'un qu'ils connaissent déjà ? Oui, peut-être que ça rassure, mais ça remet quand même en question beaucoup de choses. Les gens qui portent au pouvoir, c'est pas les noms des personnes, c'est pas par leur personnalité, c'est pas par leur personnalité, c'est par les idées qu'ils prônent normalement. Et si on va de ce principe de la démocratie, peu importe la personne, à partir du moment où c'est la même idéologie politique, on peut avoir des alternances en fait quotidiennement. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a des personnes qui partent. Je prends l'exemple d'Israël. L'ancien premier ministre israélien qui était de la droite classique va avoir une coalition avec l'extrême droite pour revenir au pouvoir. Vous voyez, c'est un peu grave. Lula au Brésil, je vous rappelle que quand il était au pouvoir, à la fin de son second mandat, c'est parce que la constitution brésilienne ne lui permettait pas de se présenter. Sa chef de cabinet s'est présentée et lui, il revient plus tard. Donc, on est en fait sur l'impact on est sur en fait un phénomène de personnalité. Et ça, c'est très dangereux en fait. C'est pas le fait d'avoir le même parti qui revient, c'est le fait d'avoir les mêmes personnes. Alors, Même si nous sommes dans une période d'incertitude, ça remet en question. Oui, c'est vrai, on est dans une période mondiale où on a besoin des gens qu'on connaît, on a besoin des systèmes qu'on connaît qui rassurent. Mais il faut rappeler quand même que le Brésil sort d'une situation où on a eu un Bolsonaro qui a mal géré la crise sanitaire. On a une situation économique qui n'est pas propre au Brésil, car c'est tout le monde, tous les pays du monde vivent à peu près la même situation. Donc, le Brésil avait besoin d'un moment, d'un mouvement social, d'une politique sociale très forte. Mais ça aurait pas pu être comment il s'appelle, Lula. On aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Alors, vous dites deux choses que je vais retenir et qui vont composer ma prochaine question. Vous dites que finalement, le Brésil, et notamment au Brésil, donc le peuple brésilien avait besoin d'un retour à des fondamentaux, je dirais, socialistes en quelque sorte. Du coup, on est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Oui. Est-ce que, schématiquement, on peut imaginer, donc non, on n'imagine pas, même c'est très vrai, les structures politiques changent. Dans le paysage politique, les paysages politiques changent. Est-ce que, finalement, ce retour des chefs d'État au pouvoir ne marque pas une absence de continuité dans les anciens partis politiques, dans les partis politiques traditionnels ? Oui, oui, lui, Antoine, ça marque, en fait, il y a une absence, je ne veux même pas dire la continuité. En fait, il n'y a pas une remise en cause des partis politiques, en fait. Il n'y a pas une démocratie en interne. C'est-à-dire que les partis politiques tels qu'ils sont construits aujourd'hui ne permettent pas aux jeunes générations, aux nouvelles têtes, on va dire ça comme ça, de renouveler la nouvelle classe, en fait. Le système ne permet pas d'avoir des nouvelles personnes. Je vous prends l'exemple. Regardez, en France, tout dernièrement, on a eu les élections en interne du parti de LR, les Républicains. Qui s'est présenté au LR
on a eu juste une nouvelle tête, Aurélien Pradier, qui n'était pas connu du grand public, sauf ceux qui suivent un peu de la politique. Mais on avait Eric Ciotti, des gens qui sont là depuis longtemps. Et vous voyez, au Parti socialiste, on se retrouve avec la même situation. Donc, ça vraiment, en fait, et quand on observe un peu de très près ce phénomène, de fond, on s'est dit, c'est un phénomène qui est proprement français. Mais on regarde de l'autre côté, c'est en fait de l'autre côté, je vais parler du côté de l'Amérique ou du côté même en Europe, hein, notamment en Irlande. Non, c'est pas un problème français, c'est un problème mondial. Alors, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est les extrêmes? On est dans un moment où les extrêmes vont revenir au pouvoir parce que, disons-le, ces partis ont quand même fait des alliances, même Lula, avec l'extrême gauche. Parce que Bolsonaro, il était très proche de l'extrême droite, c'était même l'extrême droite. Lula, c'est la même chose. Donc peut-être qu'on est dans une phase où la souveraineté est très forte, et comme la souveraineté est très forte, ces politiciens profitent de cette situation pour revenir au pouvoir. Ok, très clair. Bah, écoutez, on verra cela dans les prochains exercices, les prochaines années. On marque une rapide courte page de pause et on vous retrouve juste après, Cédric, pour parler du Burkina Faso qui met à la porte l'armée française et qui dresse le tapis rouge à l'armée russe. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour sur TV Finance pour les essentiels de Cédric Leboussy, avec Cédric Leboussy, rédacteur en chef et fondateur du site internet vuedailleurs.com. Rebonjour Cédric. Bon, rebonjour à lui, Antoine. Merci Cédric d'être avec nous ce matin. Maintenant on va parler panafricanisme avec vous, mais dans la suite de ce dont on parlait la semaine dernière, et notamment au vu de cette nouvelle, donc le Burkina Faso demande à l'armée française de quitter son territoire. Est-ce que selon vous la France doit quitter le territoire du Burkina Faso? En aucun cas, lui, Antoine, la France ne doit quitter le Burkina Faso. En revanche, la France doit revoir ses accords de coopération en matière de politique de défense avec le Burkina Faso. Alors, revoir ces... Parce qu'effectivement, la France... Et pour quelle raison alors? Est-ce que finalement, le danger de laisser de mettre à la porte l'armée française, c'est de voir l'armée russe finalement prendre le relais d'une certaine façon? Alors, déjà, il faut rappeler une chose, lui, Antoine. La France fait l'objet, mais vraiment, fait l'objet d'une hostilité en Afrique en ce moment, mais vraiment absolument viscérale. Il y a un rejet de la politique étrangère en Afrique, dans tout le continent africain, notamment en Afrique noire. Il y a un rejet, mais total. Ça, c'est un. Donc, de ce rejet-là, il me semble-t-il, disons bien les choses, c'est que les forces extérieures d'autres puissances essaient de profiter de ce rejet pour pouvoir s'installer. Donc, si on va sur l'angle de dire que la présence russe entraîne la sortie de la France, on se trompe. Il faudrait, c'est pour ça que je vous disais au début, qu'il faudrait que la France revoie ses accords de partenariat de politique de la défense avec le Burkina Faso. Rappelons qu'en 2017, il y a eu des accords de défense qui ont été signés avec le Burkina Faso. Mais depuis 2017, lui, Antoine, les gouvernements n'ont cessé de se succéder au Burkina Faso.
Alors justement, Cédric, c'est la raison pour laquelle je faisais référence au panafricanisme et ce dont nous parlions la semaine dernière, puisque on avait vu avec vous qu'il y avait deux sortes de panafricanisme, un ancien et un nouveau. Un ancien basé sur la haine, le rejet de l'autre, et un nouveau basé sur le dialogue. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'Afrique a toutes les raisons de vouloir être indépendante, a toutes les raisons de vouloir avoir en main son destin, mais par la force des choses, est-ce qu'on peut... l'Afrique doit s'asseoir à la table des discussions parce que l'Afrique est en plein renouveau économique. Mais quel est l'état des armées des pays africains? Est-ce qu'elles sont à même de défendre les intérêts économiques de leur pays? Non, Louis-Antoine, il faut dire clairement les choses. On ne va pas faire de la langue au bois, non. Euh, Elles ne sont pas, il faut dire, mais vraiment, non. Tout simplement parce qu'en général, la majorité de ces pays, si vous voulez, depuis des années, ont toujours eu des accords de défense avec la France. Mais ce qui vient ici, en fait, en fait, ce qui entraîne les insurrections populaires ici, c'est que depuis qu'il y a eu des attentats au Burkina Faso, on a eu en fait un retour très fort des radicaux islamiques, notamment du djihadisme. Il y a eu l'opération Barkhane. Et dans le cadre de l'opération Barkhane, on a installé, la France a envoyé des soldats, une troupe d'élite en fait au Burkina Faso. Et c'est de cette troupe d'élite-là que le peuple voudrait que la France arrête complètement. Mais le nouveau ministre de la Défense, le Cornu, quand il arrive aux affaires, il a bien dit qu'il fallait revoir, en fait, il fallait revoir la stratégie de la France avec le Burkina Faso. Mais il a même parlé de l'Afrique en général. Donc, c'est juste simplement, je pense qu'on en fait un peu trop. Il y a un problème de, je ne vais même pas dire de communication. Il y a une forme de propagande qui ne dit pas son nom par certains médias. Ok, très clair. Bah, écoutez, on verra ça un peu plus tard et on approfondira le sujet probablement dans d'autres essentiels de Cédric Leboussi. Nous, on marque une dernière courte page de pub et on se retrouve avec cette problématique et cette question que nous sommes en droit de se poser après et surtout à la vue de cette pénurie de médicaments qui touche l'Union européenne. Est-ce que la pénurie de médicaments est synonyme de tentation de chacun pour soi? À tout de suite sur Téléfinance. 1500 en 2019, 2450 en 2020 et 3000 signalements en 2022. C'est ce que les pharmacies signalent au laboratoire. 3000 médicaments en pénurie en France et dans l'Union européenne. Cédric, comment est-ce qu'on explique cette pénurie et est-ce qu'elle va s'intensifier? Il faudrait d'abord rappeler, lui, Antoine, que la pénurie, elle est mondiale. La pénurie des médicaments est un problème mondial qui affecte de nombreux pays et elle est due notamment à une série d'événements qui se sont passés. On a eu la crise sanitaire qui est venue s'ajouter, mais avant la crise sanitaire, la ministre, notamment en France, la ministre Agnès Buzyn avait été déjà en train de réfléchir sur un outil de pilotage des gestions de stock. À cette crise sanitaire, on a la guerre en Ukraine, la situation inflationniste. Donc, rappelez-moi votre question, lui, Antoine, parce que j'ai perdu le Est-ce que cette crise va s'intensifier, Cédric? Oui, elle va s'intensifier. C'est fort probable qu'elle va s'intensifier. Mais en fait, ce qui devrait nous intéresser ici,
c'est la posture de l'Union européenne, parce qu'on se retrouve un peu, si vous vous souvenez, un peu comme dans le cas de la gestion de la crise sanitaire avec les masques. C'est-à-dire qu'on a vu les pays, en fait, chacun dans son coin, avoir sa politique de masques. Certains sont même allés prendre des masques des autres, des commandes qui étaient sur le tarmac déjà. Et là, on se retrouve dans la même situation avec la pénurie des médicaments. Donc, à côté, vous avez l'Agence européenne des médicaments et avec l'Union européenne qui essaie d'avoir une politique globale en fait sur les médicaments. Et puis, chaque pays dans son coin met en place des politiques, notamment sur la gestion des stocks. Ouais, du coup, ça m'amène une première remarque. Une remarque, c'est de dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, la santé relève des compétences nationales. Du coup, l'Agence européenne du médicament, eh bien, ne va pouvoir faire que des propositions que chaque pays européen sera libre de suivre ou non. Du coup, est-ce que comme Ruffin, vous êtes pour un retour des barrières douanières, des quotas, des relocalisations, des taxes, etc. Non, 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 pas du tout. Je vous dis clairement, lui, Antoine. Je pense que ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est très bien, mais en fait, le gouvernement doit communiquer dessus. Il faut avoir beaucoup de transparence et surtout que l'Union européenne doit s'impliquer. Après, vous me direz, c'est vrai que est-ce qu'on revient pas encore au problème de souveraineté qu'on entend tout le temps? Mais c'est important, en fait. On l'a vu un peu comme euh, la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire que quand chacun réfléchit dans son coin, en fait, on se coupe de tout. Il faut quand même le rappeler pour ceux qui nous écoutent, c'est que la mondialisation de l'économie pharmaceutique est très importante en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette situation, c'est que l'économie pharmaceutique est bien implantée au niveau mondial. Donc chaque pays n'a pas la capacité aujourd'hui de pouvoir avoir sa propre production des médicaments. Donc je suis pas pour un enfermement, au contraire, je suis pour l'ouverture. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Cédric, merci pour votre intervention, vos interventions, votre œil et vos analyses. Je rappelle que vous êtes fondateur du site internet vuedailleurs.com. On marque une dernière page de pub et juste après, c'est notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.